Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le cours principe d'inertie. Donc principe d'inertie. Bon, le plan de la leçon. Donc grand 1, corps isolé et corps pseudo-isolé. Grand 2, principe d'inertie. Grand 3, relation barycentrique. Et on va finir par quatrièmement, exercice. Bien. Principe d'inertie. Donc, corps isolé et corps pseudo-isolé. Bien, un corps isolé. Bon, un corps isolé, dans la pratique, ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire un corps isolé? Un corps isolé mécaniquement, c'est un corps qui n'est soumis à aucune force extérieure qui agit sur lui. Dans la nature, ou bien dans la nature, il n'y a aucun corps qui est isolé. Donc je peux dire à ce moment-là, un corps est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. Ce genre de système n'existe pas en pratique. Il y a toujours le poids du système, des frottements, etc. etc. Bien. Bon, corps pseudo-isolé. Donc un corps pseudo-isolé, un corps pseudo-isolé, c'est les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent. Donc c'est-à-dire lorsque je prends un corps qui est posé sur un plan horizontal, donc il est au repos. Dans le système étudié que je vais étudier, c'est un corps de masse M qui est posé sur une table ou bien un plan horizontal. Donc les forces qui agissent sur ce corps-là, c'est le poids du corps, c'est la force exercée par la Terre sur le corps et la réaction du plan horizontal. Donc ces deux forces-là, ils se compensent, ils possèdent la même droite d'action, même sens, même de sens opposé et même intensité. D'accord? On dit à ce moment-là qu'ils se compensent. C'est-à-dire la somme de toutes les forces qui agissent sur ce corps-là, elle est nulle. Donc je peux dire à ce moment-là, somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Bien. Bon, exemple, un livre sur une table. La force de réaction de la table sur le livre compense le poids du livre. Donc un mobile autoporteur sur une table à coussin d'air qui permet de supprimer les frottements. D'accord? Bien, ça nous l'avons déjà vu en mouvement. Bien. Donc, grand 2, principe d'inertie, activité expérimentale. Bon, on va prendre l'expérience numéro un. Donc, je vais lancer ici un autoporteur sans rotation sur une table à coussin d'air horizontale et on obtient l'enregistrement numéro un que je vais vous le donner. Bon, le corps que j'aurai ici, donc ça vous aurez un autoporteur. Donc, il possède ici un éclateur A et l'éclateur B. Ça, c'est l'autoporteur. Et ça, c'est la table à coussin d'air et les frottements sont négligeables, c'est-à-dire la réaction, il est perpendiculaire au plan horizontal. Bon, l'expérience numéro 2, donc on lance un autoporteur S avec une rotation sur une table à coussin d'air horizontale et on obtient l'enregistrement numéro 2. Bon, regardez dans le cas de l'enregistrement numéro un. Voilà, l'enregistrement numéro un, j'aurai ici le A, l'autoporteur A, c'est-à-dire il possède une trajectoire qui est rectiligne et la distance qui existe entre deux points consécutifs est constante, donc il possède une vitesse V du AV est constante. Même chose pour le B lui-même, c'est le même enregistrement que A, donc dans la première enregistrement, l'autoporteur S, les stylets A et B, ils ont tous les deux un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, si je prends le cas où je ferai une rotation, regardez, ce qui change, c'est l'enregistrement de B. D'accord? Pour le A reste toujours le même. D'accord? Donc le A, il possède un mouvement rectiligne uniforme. Il n'y a aucun changement, quel que soit le mouvement de rotation ou bien de translation de l'autoporteur. Mais pour le B, vous obtenez un mouvement qui est curviligne. Donc tous les points qui se trouvent en dehors de A, c'est-à-dire l'axe de symétrie de A, ils peuvent avoir un mouvement de rotation, d'accord, un mouvement curviligne, mais le A, soit vous aurez un mouvement de translation ou bien un mouvement de rotation, le A reste toujours le même, c'est-à-dire il possède une vitesse qui est constante. Bien. Donc lorsque vous aurez
un corps qui est posé sur un plan horizontal. Hein. Donc vous mettez deux axes, l'axe des X qui est parallèle, hein, au plan horizontal, et vous prenez la perpendiculaire qui passe par le centre de symétrie de l'autoporteur CA. Et l'intersection entre ces deux axes-là va vous donner ici le G. Et A, ce n'est que la projection de G ici. Donc à ce moment-là, lorsque je dis le A, il possède la vitesse VA, je peux dire il possède la vitesse VG, et VG c'est la vitesse du centre d'inertie. D'accord? Bien. Bon, maintenant on va passer à l'interprétation. Bon, pour l'interprétation ici, les observations, le point A une trajectoire rectiligne dans les deux expériences, l'expérience A et 2. Le point B a une trajectoire rectiligne dans l'expérience numéro 1 et une trajectoire curviligne dans l'expérience numéro 2. Voilà, conclusion. Bon, le point A appartient à l'axe de symétrie de l'autoporteur S qui contient aussi le point G, le centre de gravité de S. Le point A représente, et ça c'est très important, le point A représente la projection orthogonale du point G, ainsi le mouvement de G est celui de A. C'est-à-dire au moment où j'écris VA, je peux écrire VG, c'est-à-dire la vitesse du centre d'inertie. Bien. Définition du centre d'inertie. Le centre d'inertie d'un solide indéformable. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition d'un solide, c'est quoi? Un solide, c'est lorsque vous prenez deux points du solide, hein, la distance qui existe entre deux points du solide reste toujours constante, quel que soit le mouvement. Donc ça, c'est la définition d'un solide. Donc le centre d'inertie d'un solide indéformable, c'est le point qui appartient au solide et c'est le point qui garde toujours un mouvement rectiligne uniforme lorsque le solide est pseudo-isolé. Lorsque je dis pseudo-isolé, ça veut dire la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur ce solide-là est égale au vecteur nul. Bien, énoncé du principe d'inertie. Dans un référentiel terrestre, lorsque je dis référentiel terrestre, c'est-à-dire un repère temps muni d'un repère espace. Tout corps préservé dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc ça veut dire la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, c'est équivalent à VG est égal à constante. Bon, donc on peut écrire aussi dans un référentiel terrestre, soit un solide sur lequel s'exercent des forces qui se compensent, somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors c'est équivalent, si VG égale à 0, vecteur nul, le corps est mobile ou bien au repos. Si VG est différent de 0, c'est-à-dire constant, alors le solide a un mouvement rectiligne uniforme. Bien. Bon, on va essayer de prendre un petit exemple qui est très simple. Je vais prendre un corps qui est posé sur un plan horizontal. Donc le corps qui est posé sur un plan horizontal, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est soumis sous l'action de son poids et la réaction R. La somme de P plus R est égale au vecteur nul. Je peux dire à ce moment-là, la somme des forces extérieures est égale à 0. Alors, le premier sens, d'accord? VG est immobile, d'accord? C'est-à-dire le corps, il est au repos. Bien, donc ça, on l'appelle le principe d'inertie ou bien la première loi de Newton. Donc, si je prends par exemple l'autoporteur qui se déplace sur un plan horizontal, d'accord? Nous avons dit que la réaction est perpendiculaire au plan parce que les frottements sont négligeables et vous aurez votre autoporteur en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire P plus R égale à 0, la somme des forces est égale à 0 et vous aurez votre autoporteur, hein, possède une vitesse qui est constante, donc il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Bon, ça c'est le cas de l'expérience numéro 1 que nous l'avons déjà fait. Bien, donc ça c'est dans ce sens-là, c'est la première loi de Newton, ou le principe d'inertie.
Maintenant, si je prends l'inverse, c'est-à-dire la réciproque, si vous aurez un corps qui est immobile, posé sur un plan horizontal, VG égale à 0. Je me suis situé ici. VG égale à 0, il est au repos. Si un corps qui est au repos, VG égale à 0, alors la somme des forces extérieures qui agissent sur lui est égale au vecteur nul. D'accord? Donc ça, c'est pas la première loi, mais c'est la réciproque du principe d'inertie. Bien. Donc si j'aurais un corps qui est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces extérieures est égale à 0 et vous aurez toutes ces forces-là, par exemple un corps qui est posé, un corps qui se trouve sur un plan incliné, d'accord, et vous aurez P et R sur la même droite d'action. Ici, il y a des frottements, d'accord. P et R, ils possèdent la même droite d'action. Je peux dire à ce moment-là, si le corps est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, il y a frottement, donc la somme de toutes les forces extérieures est égale au vecteur nul. D'accord? Donc, d'ici ce sens-là, c'est la première loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'inertie, et le sens inverse, c'est la réciproque. Et tout ça, dans ce cas-là, je peux l'appeler la première loi de Newton. Bien. Troisièmement, relation barycentrique, c'est-à-dire le centre de masse de quelques solides homogènes. Bon, je parle maintenant de centre d'inertie de quelques solides. D'accord? Bien. Bien. Je prends par exemple ici un anneau. Donc, il possède le centre d'inertie G. D'accord? Ici, j'aurai une sphère. Vous aurez le centre d'inertie G. Ensuite, j'aurai un cylindre. Il possède le centre d'inertie G. Un carré. Ici, un rectangle. Et ici, vous aurez un disque. Chaque corps solide, il possède un centre d'inertie. Bien. Bon, tout corps pesant a un centre de gravité bien défini en lequel tout le poids du corps peut être considéré comme concentré. Bon, le centre d'inertie d'un système. Donc, on va prendre ici le vecteur OG est égal à somme MI OGI divisé par somme des MI. Avec I varie de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire, j'aurai un solide qui est constitué par N corps de masse MI. D'accord? Bien. Donc, je peux dire à ce moment-là, pour un solide quelconque, constitué d'un assemblage de solides de centre G1, G2 jusqu'à Gn, et de masse respectivement M1, M2, M3 jusqu'à Mn, le centre d'inertie G du solide S est donné par la relation suivante. Voilà, somme MIGGI est égal au vecteur nul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire M1 GG1 plus M2 GG2 plus M3 GG3 jusqu'à MN GGN est égal au vecteur nul. Voilà. Donc on va essayer de faire une petite démonstration. On va passer de somme de MI GGI et on va essayer de retrouver OG est égal à somme de MI OGI. I varie de 1 jusqu'à N. D'accord? Bien, on commence. Bien, j'aurai MI GGI. Et si je vais appliquer la relation de Schall, GGI, je vais prendre GO OGI. Voilà, la relation de Schall, je viens de prendre ici G, GO GGI, c'est-à-dire GGI. D'accord? Maintenant, je vais multiplier, je vais essayer de prendre MIGO plus MIOGI. D'accord? Voilà, et toujours en gardant la même sommation. MIGO, hein? Je viens de développer ici, MIGO plus MIOGI est égal au vecteur nul. Maintenant, je vais essayer de prendre les valeurs de I. Donc, ça sera M1GO plus M1OG1 plus M2GO plus M2OG2, etc. Voilà. Donc, M1GO plus M1OG1, c'est le cas de I1. D'accord? Ça, c'est M2GO plus M2OG2, c'est le cas de I2. Ça, c'est pour le cas de I3. Et ça, c'est pour le cas de IN. D'accord? MNGO plus MNOGN. D'accord? Bon, regardez maintenant. GO, c'est moins OG. D'accord? Et ici, c'est GO, c'est moins OG. Je vais essayer de transformer
les GO et je vais le passer de l'autre côté avec un signe moins. À la place de GO, ça sera moins OG et il va passer ici avec le moins c'est plus, ça sera GO. Donc j'aurai à ce moment-là M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3 OG3 jusqu'à MN OGN et l'autre, M1GO, il va passer de l'autre côté par M1OG plus M2OG, etc. Donc, comme vous voyez, je vais essayer de factoriser ici avec OG et vous aurez M1 plus M2 plus M3 plus MN facteur de OG, d'accord, est égal, bien sûr, à cette expression-là, M1OG1 plus M2OG2. Ça, c'est quoi? M1, M2, M3 jusqu'à Mn, c'est somme des MI. Voilà, c'est somme des MI. MI varie de 1 jusqu'à N, que multiplie aussi OG. Voilà, est égal à M1 OG1, M2 OG2, c'est-à-dire somme est égal à somme de MI OGI, I varie de 1 jusqu'à N. Donc, à ce moment-là, je peux déterminer ici directement OG, je vais diviser par somme des MI et je vais obtenir à la fin le vecteur OG, le vecteur position, est égal à somme de MI OGI vecteur divisé par somme des MI. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ici, ce sont des vecteurs et non pas des scalaires. Bien. Maintenant, on va essayer de faire des exercices d'application. Bien. Exercice numéro 1. Le système ci-dessus figure 1, voilà, il est formé par une barre homogène dont l'épaisseur est constante de masse M1, d'accord? La barre, il possède la masse M1, 1 kg, et le centre d'inertie G1. Et ici, on a une sphère, ou bien une boule, de masse M2 est égal à 2 kg, et de centre d'inertie G2. Et les deux centres d'inertie de la barre et de la boule, donc c'est la distance qui existe entre les deux, est égale à 1 mètre. La question, où se trouve le centre G par rapport à G1 ou G2? D'accord? Bien. Donc, on va faire la correction. Donc, je vais prendre ici O est confondu avec G2. C'est-à-dire, je vais le prendre ici. D'accord? Voilà, ici le O. D'accord? Et je vais prendre cet axe-là. Je vais l'appeler, par exemple, ici, l'axe des X. Orienté donc, vers le haut. Et qui joignent G1 et G2. J'applique ma relation ici. Combien j'aurai? La relation barycentrique. Somme de I varie de 1 jusqu'à 2. J'aurai deux corps. M1 et M2. Donc, je peux dire somme des I, MI, I varie de 1 jusqu'à N avec N dans notre cas est égal à 2. Somme de MI au G est égal à somme de I varie de 1 de MI au GI. Donc, je peux écrire M1 au G1. N'oubliez pas les vecteurs, s'il vous plaît. M1 au G1 plus M2 au G2 est égal à M1 plus M2 au G. Donc, je peux déterminer directement ici, puisque ici, OG2, O, il est confondu avec G2. Donc, j'aurai à ce moment-là, OG2 est égal à 0. Et il vous reste M1 OG1 est égal à M1 plus M2 OG. Bien. Donc, OG est égal à M1 OG1 divisé par M1 plus M2. Bon, regardez OG1. OG1, c'est G2, G1. Et le centre d'inertie G, il se trouve sur cet axe-là. D'accord? Et vous aurez le vecteur OG avec le vecteur OG1. Ils sont collinéaires. D'accord? Et ils possèdent le même sens. Donc, je peux maintenant enlever les vecteurs. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dans ce cas-là, OG, c'est M1 OG1 divisé par M1 plus M2. Donc, M1, c'est déjà donné, c'est 1 kg. Que multiplie OG1, c'est 1 mètre, d'accord? Divisé par 1 plus 2, 1 pour M1 et 2 plus M3, j'aurai 1 sur 3, c'est 0,33 mètres. Bon, 0,33 mètres, c'est-à-dire 33 cm. D'accord? Donc, je peux voir G, voilà, qui peut être se trouver, par exemple, ici. Le G, voilà, il se trouve à une distance de 33 cm ici de G2. D'accord? Bien. Exercice numéro 2. Soit le système suivant de centre d'inertie G est formé par la figure ci-dessus. Voilà. Maintenant, j'aurai à la place de deux corps, j'aurai trois corps. Bon, le solide S1 homogène de masse M1 et de centre d'inertie G1. Le solide S2
homogène de masse M2 et de centre d'inertie G2, et une barre hein, de masse M3 de longueur L, comme vous le voyez ici, égale à 8 cm, d'accord, et de centre d'inertie ici, G3, d'accord. Premièrement, on vous demande de donner l'expression de la distance OG en fonction de M1, M2, M3 et L. Deuxièmement, calculer OG lorsque M2 est égal à M1 et M3 est égal à 2M1 et L, comme vous le voyez sur le schéma, est égal à 8 cm. Bien, on va passer à la correction. Donc, je vais appliquer directement ici la relation puisque j'aurai le corps, il est soumis sous l'action, comme vous le voyez ici, il y a 3 solides. Donc, j'aurai M1 au G1 plus M2 au G2 plus M3 au G3 égale M1 plus M2 plus M3 au G. Donc, le solide, il est là. Regardez le centre O, ici, OG. Voilà, ça sera M1 au G1 plus M2 au G2 jusqu'à M3 au G3 divisé par la somme des masses. Bien. Bon, maintenant, ici, puisque le G, comme vous le voyez ici, OG1 et OG2 et OG3, ça c'est OG1, ça c'est OG3 et ça c'est OG2. Donc OG sera collinéaire avec G1, G2, G3. Donc je peux enlever les vecteurs, d'accord? Donc je remplace M1 OG1 par sa valeur. Qu'est-ce que j'aurai? Pour OG1, c'est 2 cm, d'accord? Et M1, donc je peux écrire à ce moment-là, j'aurai M2 égale à M1. Et M3 est égal à 2M1 et L égale à 8 cm. Donc, je peux écrire ici M1 fois OG1. Je vais prendre le résultat en centimètres. Je vais remplacer OG1 par 2 cm. Ça sera 2M1. D'accord? Et ici, M2. M2 c'est quoi? M2 c'est M1. Ça sera M2 OG2. OG2 c'est combien? OG2 c'est 8. Ça sera 8M1. Donc, ça sera ici 2M1 plus 8M1 plus M3. Donc, M3, c'est 2M1. Donc, vous aurez 2M1 que multiplie OG3. Et OG3, c'est 4. Donc, vous aurez dans ce cas-là, voilà, 2M1 pour M1 OG1, plus 8M1 pour le cas de M2 OG2, et 4 fois 2M1. 4, c'est quoi 4? 4, c'est ici, c'est OG3. OG3, c'est 4. Et M3 est égal à 2M1, voilà, et vous aurez 18M1 sur 4M1, et vous trouvez la valeur de 4,5 cm. C'est-à-dire, le centre d'inertie, il se trouve à 4 cm. Vous aurez ici 2, ici 4, donc le point G, il peut être se trouver ici. Voilà, je vais prendre mon axe, l'axe des X, donc j'aurai ici le centre d'inertie, vous aurez votre vecteur OG, qui se trouve à 4,5 cm de haut, c'est-à-dire d'ici. Bien, maintenant l'exercice numéro 3. Voilà, deux sphères A et B, de rayon chacune R est égale à 10 cm et de masse respective M1 égale à 1 kg et M2 est égal à 3 kg, sont liées rigidement et constituent un solide comme l'indique la figure ci-contre. Voilà, donc j'aurai ces deux-là, ils sont reliés. Ci-contre, en utilisant un repère convenable, déterminer le centre d'inertie G de ce solide. Mais n'oubliez pas, d'ici à ici, vous aurez R, et d'ici à ici, vous aurez R. D'accord? Et R est égal à 10 cm. Bon. Correction de l'exercice numéro 3. Donc, je vais prendre ici les deux boules. D'accord? Bien les deux sphères. Bon. Je vais prendre ici, pour faciliter, je vais prendre le centre d'inertie, le centre O, et le centre de repère, je vais le prendre sur G1. Voilà. Donc, j'aurai ici O, l'axe des X, d'accord? Et je vais prendre le repère, le vecteur unitaire OI. Et n'oubliez pas que le centre d'inertie, je vais essayer de le déterminer pour le cas du solide qui est constitué par les deux sphères A et B. Bon, je vais écrire ma relation barycentrique. Donc, ici, M1 égale à 1 kg, M2 égale à 3 kg, d'accord? Somme de MI varie de 1 jusqu'à 2 parce que j'aurai seulement deux corps. OG est égal à somme de MI OGI, I varie de 1 jusqu'à 2. Donc l'expression, je vais prendre ici O est confondu avec G1. Donc si O est confondu avec G1, alors OG1 est égal au vecteur nul. D'accord? M1 OG1 plus M2 OG2 égale à M1 plus M2 OG. Donc puisque O est confondu avec G1, donc je peux éliminer M1 OG1.
Voilà, il vous reste M2 OG2 est égal à M1 plus M2 OG, d'accord? OG2 est égal à 2R. OG2, ici vous aurez R et R. G1, G2, c'est OG2 est égal à 2R. 2R, lorsque je l'écris vecteur, il sera porté par I. D'accord? Donc j'aurai OG est égal à M2 OG2 sur M1 plus M2. Donc OG et OG2, ils sont collinéaires. Donc je peux écrire que OG2, c'est 2RI. Et OG, c'est la norme OG portée par I. Je peux enlever le vecteur. D'accord? Donc à ce moment-là, j'aurai OG, M2, 2R divisé par M1 plus M2. Donc M2, c'était combien? M2, c'est 3 kg. Que multiplie 2 fois R? R, c'était 10 cm, c'est-à-dire 10 moins 2, c'est 0,1, divisé par 1 plus 3, et vous obtenez 0,15 mètres, c'est-à-dire 15 cm. Donc d'ici à ici, vous aurez 10, et 15, ça sera ici au milieu, d'accord? Donc je peux le prendre ici, ça c'est G, et vous aurez le centre d'inertie qui se trouve à 15 cm de G1. Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Maintenant, je vais prendre le cas à la place de 2 sphères. Maintenant, je vais prendre 3 sphères. Bon, 3 sphères ABC. Donc, on contacte comme l'indique la figure. La figure est la suivante. Voilà. G1, G2 et G3. Voilà. De rayon 10 cm chacun. D'accord. Et de masse respective M1 égale à 1 kg. D'accord. Et je vais prendre ici le centre au point G1 pour faciliter. M2 égale à 3 kg, M3 est égal à 5 kg. Ils sont liés rigidement en formant un solide. Bon, tout ça, ils vont former un seul solide. En utilisant un repère convenable, c'est-à-dire je vais essayer de le prendre, le repère, je vais le prendre ici sur le point G1, d'accord, pour faciliter la tâche, d'accord. Déterminer le centre d'inertie G de l'ensemble formé par les 3 sphères. Voilà, donc on a ici l'axe des X, l'axe des Y. Le premier corps possède la masse M1, le deuxième M2, 3 kg, et le rayon R, c'est 10 cm, et vous aurez M3 est égal à 5 kg. Ça, ce sont les données. Maintenant, dans le cas pour repérer le centre d'inertie, eh bien, j'aurai ici un plan XY. Et ça, ici, il faut faire attention. D'accord? Donc, j'aurai 3 pour déterminer le centre d'inertie de ce solide, eh bien, j'aurais appliqué MI, donc I varie de 1 jusqu'à 3, parce que j'aurai le même, j'aurai 3. I et I varie de 1 jusqu'à N. Donc, la relation, voilà, j'aurai le premier corps, le deuxième sphère, et la troisième, d'accord? Donc, ici, vous aurez votre repère, n'est-ce pas? Je vais le prendre au point G1, c'est-à-dire O est confondu avec G1, c'est-à-dire OG1, le vecteur nul OG1 est égal à 0. D'accord? L'axe des X et l'axe des Y. Voilà. Bon, maintenant, comme vous le voyez, puisque les 3 corps ici, hein, les 3 sphères, ils possèdent le même rayon, c'est-à-dire OG3, ou bien G1, G3 est égal à 2R, G3, G2 est égal à 2R, G1, G2 est égal à 2R, c'est-à-dire vous aurez G1, G2, G3 forment un triangle équilatéral, c'est-à-dire l'angle qui existe entre G1, G3 et G1, G2 est égal à 60 degrés. D'accord? Bon, les données, M1 égale à 1 kg, M2 égale à 3 kg, le rayon R c'est 10 cm et la masse M3 égale à 5 kg. Donc, ici, vous aurez G1, G3 égale à 2R. Ici, on a G3, G2 est égal à 2R. Et G1, G2 lui-même est égal à 2R. Donc, on a ici le vecteur OI, OJ. D'accord? Et ici, vous aurez l'angle θ. Et ici, le même, l'angle θ qui est égal à 60 degrés. J'applique ma relation barycentrique. Somme de MI OGI varie de 1 jusqu'à 3 et je peux écrire hein, M1 au G1 plus M2 au G2 plus M3 au G3 est égal à M1 plus M2 plus M3 au G. D'accord? Bien. Bon, puisque ici O G1 O il est confondu avec G1, or O est confondu avec G1, alors ici vous aurez le vecteur OG1 égale à 0 et je vais enlever dans ce cas-là, M1OG. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste ici
M2 au G2 plus M3 au G3 est égal à M1 plus M2 plus M3 au G. Et je peux écrire à ce moment-là que OG est égal à M2 au G2 plus M3 au G3 sur M1 plus M2 plus M3. Bon, pour déterminer OG, il faut déterminer OG2, c'est un vecteur. Ça, il est collinéen, hein? OG2, c'est-à-dire c'est G1, G2. C'est simple. Mais pour OG3, il est là. Regardez, il se trouve sur le plan, c'est-à-dire c'est un vecteur. Je vais faire la projection sur l'axe des X et la projection sur l'axe des Y. Qu'est-ce que j'aurai? O, θ égale à 60 degrés. J'aurai ici G1, G2 égale à G1, G3 égale à G2, G3 égale à 2R. Donc je peux écrire OG2, c'est-à-dire G1, G2, d'accord, est égal à 2R porté par I. Parce que ici j'aurai R et ici j'aurai R. Ça sera 2RI. D'accord? Maintenant, pour OG3. Bon, OG3, elle est là. C'est-à-dire, il va avoir deux composantes, EG3X et EG3Y. Donc, OG3X porté par I, c'est la projection de EG3 sur l'axe des X. Et OG3Y porté par J, c'est la projection de OG3 sur l'axe des Y. Bon, je vais simplifier le schéma ici. Voilà, gérer mon axe là. OX, OY. Ici, je vais prendre G1, G2 et G3. Bon, ça, c'est le vecteur OG3. Je ferai la projection sur l'axe des X. Et j'aurai ici EG3X. D'accord? Et ici, la projection de OG3 sur l'axe des Y, et j'aurai OG3Y. Donc ici, vous aurez un angle θ, et cet angle-là est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Donc, qu'est-ce qui représente ici EG3X par rapport à θ? Donc ça, c'est un angle droit. J'aurai un triangle rectangle. OG3, c'est par rapport à θ, c'est le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc vous aurez cosinus de θ égale à OG3 divisé par OG3. Voilà. Cosinus de θ égale OG3x divisé par OG3. Même chose pour OG3y. Pour θ qui se trouve ici, OG3, ça c'est un triangle qui est rectangle ici. D'accord, la théorème de Pythagore, d'accord. OG3Y, il représente le côté opposé par rapport à θ, c'est le sinus de l'angle. Bon, sinus de θ égale OG3Y sur OG3. Donc, à ce moment-là, je peux déterminer le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, et j'aurai OG3X est égal à OG3 cosinus θ, et OG3Y est égal à OG3 sinus θ. Je vais essayer de remplacer OG3X ici et OG3Y ici, et je vais obtenir OG3 égale OG3X, c'est-à-dire OG3, et puisque OG3 ici, OG3 égale à 2R, bon, vous aurez 2R cosinus θi plus 2R sinus θj. Bien. Comme vous le voyez, deux résultats qui sont en bleu. OG2, je vais le remplacer ici. Et OG3, je vais le remplacer ici. Voilà. Et qu'est-ce que vous aurez? Voilà. J'aurai OG, ça sera M2 OG2 plus M3 OG3 qui est en bleu. Je viens seulement de remplacer ce que je viens de donner. Maintenant, je vais essayer de développer. D'accord? Je vais multiplier M3 ici. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai M3 2RI plus M3 2R cosinus θi plus M3 2R sinus θj. Donc, vous aurez I avec I. Je vais essayer de factoriser avec le I. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai M2 2R plus M3 2R cosinus de θ facteur de I plus 2R M3 sinus θj divisé par M1 plus M2 plus M3. Donc j'aurai A plus B sur C, ça sera A sur B, A plus B sur C, ça sera A sur C plus B sur C. Donc j'aurai OG, ça sera 2R facteur de M2 plus M3 cosinus θi sur la somme des masses,
plus le deuxième, C sur A, B sur C. Voilà, vous aurez 2Rm3 sinus θ J divisé par la somme des masses. Cette expression-là, hein, ça sera quoi? C'est la projection de OG sur l'axe des X. Je vais l'appeler XG. Et ça, tout ça, c'est la projection de OG sur l'axe des Y. Je vais l'appeler YG. Voilà. Et j'aurai OG. Ça sera la valeur ici. Détermine la valeur. J'écris la valeur ici, l'application numérique. D'accord? C'est-à-dire tout ça. Je remplace M2, M3 par sa valeur. Et je vais l'appeler ici OG. C'est 110 divisé par 9. Ça sera XG. D'accord? XG, ça 109 divisé par 9. D'accord? Et ici, vous aurez 86,6 divisé par 9 YJ. Voilà. Et je note OG égale à XGI plus YGJ. D'accord? Donc, dans notre cas, XG est égal à 12,22 cm et YG est égal à 9,62. Maintenant, je vais essayer de le faire, la projection ici. Regardez. Donc, ici, XG, 12,2. Ici, d'ici à ici, vous aurez 10. Donc, 12, ça sera ici. Voilà. Et j'aurai ici XG. YG, 9,6. Il est inférieur ici à 10. Donc, ça sera dans les environs ici. D'accord? Ça, c'est YG. Donc, pour déterminer OG, voilà, je ferai la projection ici. D'accord? Et la projection ici. Et vous aurez votre vecteur OG qui se trouve ici. Attention, le point G, il va dépendre de la masse. Donc, regardez, le vecteur OG, il va dépendre de M2 et M3. D'accord? Et M1, il va dépendre de la nature des masses. Supposons que j'aurai les masses qui sont égaux. M1 est égal à M2 est égal à M3, donc le G ne sera pas là. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est comme si j'aurais 3 points qui forment un triangle équilatéral, d'accord? Et comment on fait? Eh bien, pour déterminer le centre d'inertie, je ferai la projection orthogonale ici, d'accord? Et ensuite, je ferai la projection orthogonale ici, d'accord? Et ensuite, je ferai la projection orthogonale ici. Et l'intersection des trois va vous donner ici le centre d'inertie qui se trouve par exemple ici. Bon, pour le XG, ça sera 10. Hein, d'accord? Et pour le YG, ça sera inférieur à 10. On va essayer de le voir dans le cas où j'aurai M1 hein, est égal, cas où M1 égale à M2 égale à M3 est égal à M. Je vais prendre ma formule que je viens de déterminer. D'accord? Et je remplace M2 et M3 par sa valeur. Donc vous aurez M plus M cosinus RI sur 3M. M1 plus M2 plus M3. C'est 3M. D'accord? Bon, ici, je fais mettre M en facteur. Ça sera 2M facteur de 1 plus cosinus. Et je simplifie M avec M. Et ici, je simplifie le M avec le M. Et il va vous rester ici, OG, c'est 2 facteurs de 1 plus cosinus θ RI divisé par 3 plus 2R sinus θ J divisé par 3. D'accord? Maintenant, je ferai l'application numérique. D'accord? Donc, j'aurai le rayon, c'est 10 cm, et θ égale à 60, et je détermine ici XG hein, et YG. Voilà. Donc, dans notre cas, XG est égal à 10, d'accord? C'est ça. Vous aurez 1 plus cosinus de 60, 20 divisé par 3, vous trouvez, c'est la valeur de 10. Bon, XG. YG, 2 fois 10 fois sinus, sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Vous trouvez 5,75. 77. D'accord? Donc la projection ici, voilà, XG égale à 10 cm, YG est égal à 5,77, 77, pardon. Donc à ce moment-là, voilà, vous aurez votre OG, voilà, la projection, voilà, et vous le déterminez, votre centre d'inertie. Et ça, c'est G qui se trouve ici, c'est-à-dire vous mettez la diagonale des deux. La première, la projection ici, pour G3 ici. La projection de G2 va passer par là, d'accord? Et la projection de G3 elle-même, vous le mettez et vous va passer par là, d'accord? Bien. Maintenant, exercice numéro 5. Donc, un mobile autoporteur S de masse M égale à 400 grammes et de centre d'inertie G abandonné sans vitesse initiale glisse sur un plan incliné d'un angle alpha
égale à 20 degrés par rapport à l'horizontale. Voir le schéma. Voilà, le schéma est la suivante. D'accord? La distance D, hein, le plan incliné est raccordé à un plan horizontal. Le voilà. Le mobile autoporteur S a été lâché sans vitesse initiale à une distance D est égale à 15,2 cm de la ligne de raccordement. On admettra que le passage du solide S par la ligne du raccordement ne produit pas de choc susceptible de modifier la valeur de la vitesse. On suppose que les frottements sont négligeables. Et ça, c'est très important. Lorsque je dis les frottements sont négligeables, c'est-à-dire la réaction R, elle est perpendiculaire au plan incliné. Un dispositif approprié permet d'enregistrer les positions successives GI de centre d'inertie G à des intervalles A, des dates TI régulièrement espacées, TI plus 1 moins TI égale à taux égale à 40 millisecondes. En conséquence, le mobile occupe la position G0, voilà, G0, ici, G0 au point T0, au temps T0, la position G1 au temps T1 et ainsi de suite. Donc, on aura ici deux documents, d'accord? Donc, le document 1 est relatif à un mouvement sur le plan incliné, d'accord? C'est ça. Alors, c'est le plan incliné, le document 1. Le document 2 est relatif à un mouvement sur le plan horizontal. D'accord? Bien. La première question, étude du document numéro 1, c'est-à-dire dans le cas du plan incliné. Je me suis situé ici. D'accord? Première phase, le mobile se déplace sur le plan incliné. Calculer la valeur de la vitesse moyenne, mètres par seconde du mobile entre T0 et T7, c'est-à-dire entre T0 et T7. Deuxièmement, la valeur de la vitesse instantanée du mobile T4, ici, hein, en indiquant la méthode utilisée. Ensuite, troisièmement, donner les caractéristiques du mouvement du mobile lors de la première phase. Quatrièmement, faire l'inventaire des actions mécaniques force que subit le mobile lors de la première phase. Cinquièmement, le principe d'inertie est-il applicable lors de la première phase? Que peut-on affirmer? Ça, c'est premier document. Deuxième document, étude du document 2, deuxième phase, le mobile se déplace sur le plan horizontal. C'est-à-dire, elle est là. Donc, donner les caractéristiques du mouvement du mobile. Deuxièmement, le principe d'inertie est-il applicable? Troisièmement, donner les caractéristiques des actions mécaniques. Quatrièmement, représenter ces actions mécaniques. Voilà. Maintenant, on va passer à la correction. Bien. Bon, pour le cas du premier, phase du mobile se déplace sur le plan incliné. Donc, j'aurai ça. On vous demande de calculer la vitesse moyenne, hein, entre T0 et T7. Donc, T0, donc G0, et T7, vous aurez T7. Cette distance-là, c'est G0, G7, c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est 15,2 cm. D'accord? Lorsque vous calculez la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue par le temps. Voilà. Donc, vitesse moyenne, c'est G0, G7 divisé par 7 taux. Bon, vous aurez 1 taux, 2, 3, 4 jusqu'à 7 taux. D'accord? Donc, vous aurez 15,2 cm, c'est-à-dire 15 10 moins 2, divisé par 7 fois 40 10 moins 3, et vous obtenez la valeur des 0,54 mètres par seconde. Bien. La deuxième question, calcule la valeur de la vitesse instantanée du mobile T4 en utilisant ou bien en indiquant la méthode utilisée. Eh bien, on va prendre ici la méthode de vitesse instantanée. VI est égal à MI-1, MI plus 1 sur 2 taux. Donc, vous remplacé I par 4, d'accord? Et j'aurai V4, c'est G3, G5 divisé par 2 taux. Voilà. Lorsque vous faites les calculs, G3, G5, vous mesurez 7 G3, G5, vous trouvez 5 cm, divisé par 2 taux, vous obtenez la valeur de 0,625 mètres par seconde. Et comme vous le voyez ici, hein, le mouvement, la nature du mouvement, la trajectoire, elle est rectiligne, d'accord? Et la distance qui existe entre deux points consécutifs n'est pas constante. Donc, comme vous le voyez, la vitesse n'est pas constante puisque la distance va augmenter. Donc, la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est la question numéro 3. Donner les caractéristiques du mouvement du mobile lors de la première phase. Eh bien, les caractéristiques du mouvement du mobile lors de la première phase, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bien.
Quatrièmement, faire l'inventaire des actions mécaniques force que subit le mobile lors de la première phase. Eh bien, on a le poids P du corps et la réaction du plan. La question qui se pose ici, voilà, puisque les frottements sont négligeables, donc nous on vous demande de déterminer les actions mécaniques. J'aurai le poids et la réaction. La représentation dans la première phase, d'accord, puisque le poids toujours on connaît, donc je pose mon solide, d'accord, on fait toujours les axes x' et y', voilà, et ça c'est le centre d'inertie G, c'est le poids P, d'accord. Bon, puisque le système il est déjà donné dans l'énoncé, les frottements sont négligeables, c'est-à-dire toujours, si vous entendez les frottements sont négligeables, c'est-à-dire la réaction R elle est perpendiculaire au plan incliné, voilà, et vous aurez votre réaction R, hein, qui est perpendiculaire ici au plan incliné. Bien. La question, le principe d'inertie est-il applicable lors de la première phase? Que peut-on affirmer? Eh bien, comme vous le voyez ici, lorsque j'aurai, est-ce que la question qui se pose, est-ce que le système est pseudo-isolé? Eh bien sûr non. C'est-à-dire la somme des forces ici, P plus R, il est différent de 0. Si je veux que le système, le principe d'inertie applicable, et il faut que R et P, ils soient collinéaires, ils possèdent la même droite d'action et de sens opposé et même intensité. Ici, comme vous le voyez, P et R, hein, ils ne possèdent pas la même droite d'action. Je peux dire à ce moment-là que le principe d'inertie n'est plus applicable et le phénomène ici, c'est-à-dire n'est plus applicable, c'est-à-dire le système n'est plus pseudo-isolé. Pourquoi? Parce que la somme des forces extérieures est ici, il est différent de 0. Le principe d'inertie n'est pas applicable lors de la première phase, car le mobile n'est pas pseudo-isolé, d'accord? C'est-à-dire la somme P plus R est différent de 0, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul. Bien. Deuxième phase, ça c'est très simple. Deuxième phase, le mobile se déplace sur le plan horizontal. Donc, donnez les caractéristiques du mouvement du mobile lors de la deuxième phase. Oh bien, comme vous le voyez, hein, c'est un mouvement rectiligne uniforme car VG est constante. Regardez, j'ai pas écrit ici V de quel corps? V du centre d'inertie, d'accord, est constante. Bien. Car la distance qui existe entre deux points consécutifs dans l'enregistrement est constante. Bien. Le principe d'inertie est-il applicable lors de la deuxième phase? Que peut-on affirmer? Oui. Maintenant, ici, comme vous le voyez, la vitesse VG est constante. Si la vitesse VG est constante, c'est-à-dire, je vais parler de la réciproque du principe d'inertie. Donc, si VG est égal à constante, alors la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. C'est-à-dire, P plus R est égal au vecteur nul. Donc, le système, il est pseudo-isolé et le principe d'inertie est applicable. Moi, ici, on applique le principe, on applique la réciproque du principe d'inertie. Bien, le principe d'inertie est applicable lors de la deuxième phase, car VG est constante. D'après la réciproque, et ça c'est très important, d'après la réciproque du principe d'inertie, si VG est constante, alors somme des forces extérieures est égale à 0, d'accord? Donc, troisièmement, donner les caractéristiques des actions mécaniques que subit le mobile lors de la deuxième phase. D'accord? Et donc, j'aurai les caractéristiques des actions mécaniques que subit le mobile lors de la deuxième phase. Donc, on aura, puisque le principe d'inertie est applicable lors de la deuxième phase, donc j'aurai la somme des forces extérieures est égale à 0. D'accord? Vecteur nul, pardon. Donc, P plus R est égal à 0. Donc, P et R, ils possèdent la même droite d'action sans s'opposer et même intensité. Voilà. P et R ont la même droite d'action, de sens opposé et même intensité. Maintenant, on va passer à la quatrième partie, représenter ces actions mécaniques sur un schéma. Donc, puisque vous aurez P est égal à R, donc on a la masse dans l'énoncé, c'est 400 grammes, c'est-à-dire 0,4, et G est 9,8, donc je peux dire à ce moment-là, hein, j'aurai R est égal à P est égal à 3,92, c'est-à-dire je vais essayer de représenter P et R,
hein, donc, qui possède la même droite d'action sans s'opposer à la même intensité, et puisque l'échelle qui a été prise 1 cm est égale à 1 N, donc je vais représenter P et R par 3,92 cm. La représentation. Voilà, vous aurez votre solide, X prime X, voilà, et Y prime Y. Donc le centre d'inertie, vous aurez ici le poids P qui est représenté avec 3,92 cm et la réaction elle-même sera représentée par 3,92 cm. Bon, merci de votre attention et on va essayer de faire d'autres exercices, Inch'Allah. À bientôt.